Bonjour, je voulais profiter de l'occasion que j'avais de rouler dans une MG Marvel R pour vous la présenter, faire un petit peu le tour de l'intérieur, de l'extérieur et vous donner mes quelques sensations que j'ai pu avoir à son volant. Il faut savoir que ce véhicule, que j'ai pas eu l'occasion de souvent croiser sur les routes, existe dans trois versions. La version confort, donc c'est laquelle dans laquelle je me trouve, et on le verra, elle est déjà très bien équipée. La version Luxury, donc qui arrive avec des options supplémentaires qui sont de l'ordre de la caméra 360, des sièges chauffants et ventilés. Ces deux premiers modèles sont des modèles propulsion, donc il y a deux moteurs à l'arrière pour faire avancer le véhicule. Et enfin, le dernier modèle, c'est le modèle performance, donc qui lui a un troisième moteur qui prend place à l'avant et qui ajoute un système audio un peu amélioré et des performances améliorées. Globalement, les deux premiers modèles que je vous ai donnés font le 0 à 100 en 7 secondes 9, donc c'est déjà très agréable et très nerveux. Là où le dernier modèle fait le 0 à 100 en 4 secondes 9. Au niveau des dimensions, on est sensiblement sur les mêmes dimensions que la Tesla. De mémoire, donc ce véhicule fait 4,67 m, là où la Tesla en fait 4,75 m, donc on voit elle perd à peu près 8 cm sur la Tesla, on verra où ces centimètres sont perdus. Sur la partie largeur, c'est rigoureusement la même dimension, et sur la partie hauteur, à 1 cm près, c'est la même dimension. Au niveau du prix, je ne l'ai pas donné tout à l'heure. Faut savoir que les deux premiers modèles sont globalement éligibles au bonus écologique en France. Donc le premier modèle est à 4 500 €. Le deuxième modèle est à 46 990 €. Là où le modèle performance, lui, dépasse les 51 000 €. Une petite spécificité que je ne connaissais pas et que j'avais pas eu l'occasion d'essayer et que pour l'instant j'ai pas encore ressenti, c'est que cette voiture électrique est équipée d'une transmission à 2 vitesses qui, sur le papier, change de vitesse à partir de 70 km/h. Donc j'ai pris des petites sections route ou autoroutières sur lesquelles j'ai pu rouler à 90 et plus, et j'ai pas senti ce changement de rapport de vitesse, donc c'est que ça doit se faire probablement de façon très souple et quasiment de façon imperceptible. Donc là, on voit que sur les gabarits et sur la forme, il n'y a pas de doute, on est face à un SUV. Un SUV, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de taille intermédiaire. On l'a ici en blanc, il y a 5 à 6 coloris qui existent pour ce véhicule. Sur la partie latérale, vous pouvez remarquer les poignées chromées qui sont rétractables. Donc en gros, dès que vous passez quelques km/h, 10, 15, 20 km/h, elles se referment. Donc on pourrait y trouver une petite inspiration Model S, Model X ou d'autres constructeurs qui l'ont fait avant eux. Les vitres arrière et passagers et arrière au niveau du coffre sont teintées. Plus de discrétion. De série, vous aurez un pare-choc probablement en meilleur état que celui-là, qui s'est pris un coup. Alors il faut savoir que là vous n'avez pas la vision 360, mais vous avez quand même des capteurs ultrasons qui sont efficaces et des bonnes indications qui fonctionnent a priori au centimètre. Voilà, on voit que sur les petits accessoires, il y a une volonté de donner un côté un peu sportif quand même à la voiture, avec les fausses prises d'air ou les fausses évacuations d'air sur l'arrière. Au niveau des roues, on est sur des roues de 19 pouces. Qui donne, de toute façon, c'est un look assez standard, et je pense que son objectif c'était de concurrencer le modèle Y. Donc on va dire que sur les choix, sur les proportions, on est de toute façon sur quelque chose d'assez semblable, au niveau des choix en tout cas de base. Et tous les modèles arrivent avec le même type de pneus, type de roue. Il n'y a pas de roue de 20 pouces, 21 pouces, c'est du 19 pouces pour tout le monde. Alors ici on voit le rappel de clignotant, donc qui est en forme de Y, et on détecte ici l'emplacement qui pourrait être l'emplacement d'une caméra vue 360 qui n'est pas disponible sur cette voiture. Alors on se plaint de la visibilité avant sur le modèle Y.
Là je peux vous dire que c'est quelque chose d'assez impressionnant aussi. Le capot monte super haut. Donc voilà, faut s'habituer au gabarit. Et ceux qui ont eu la chance de louer la voiture avant moi, ils ont eu largement l'occasion de grignoter les jantes. Les 4 jantes ont pris et la voiture n'a que 3000 km. Donc on peut quand même considérer que l'avant, il y a un parti pris futuriste quand même dans son aspect. On n'a pas ça partout, un peu à la fois futuriste, sportif. Et vous voyez dans le bas, dans la grille, vous la voyez pas, le radar. Donc il y a pas mal d'aide à la conduite. On fera le tour un peu plus tard. Mais voilà à quoi pouvait ressembler la partie extérieure de cette MG Marvel R. Les constructeurs se donnent du mal pour produire de belles signatures lumineuses, donc voilà, je voulais vous partager celle de cette MG. Ça fait propre. Et vue de l'arrière. Voilà, pour les amateurs. Intérieurement, sincèrement, c'est super chouette. Franchement, la qualité perçue est très bonne et on sent que voilà, il n'y a pas de mesquinerie sur la qualité des matériaux. Le tableau de bord, alors il est très haut par rapport à ce que je connais sur la Tesla, donc on a l'impression d'être beaucoup plus engoncé. C'est une autre sensation, c'est une toute autre sensation. Mais pour le coup, c'est qualitatif, tout est bien intégré. Là on voit toute la rangée de ventilation sous le tableau de bord, c'est très bien fait. On pourrait dire que c'est un peu clinquant parce qu'il y a un mélange de plein de matériaux, de simili-cuir, de simili-cuir perforé, de surpiqûre, d'aluminium, de tout ce que vous voulez. Mais au final, on a quand même une belle sensation de finition. Les matériaux sont propres et on sent qu'il n'y a aucune mesquinerie et qu'il y avait un vrai désir de faire propre et qualitatif. Alors ce qui se remarque immédiatement dans cette voiture, et ce par quoi elle se distingue je pense, c'est par cette énorme tablette de 19 pouces là, qui prend place entre les deux sièges avant. Donc je la commenterai un petit peu plus tard, mais elle est pratique, quelques petites latences de temps en temps, mais globalement simple d'utilisation et elle répond à la plupart des besoins, la plupart des fonctions et la plupart des besoins de ce qu'on attend de ce type de tablette de contrôle. En dessous, vous avez le sélecteur de vitesse, donc pareil, c'est une originalité, on s'y habitue. Neutre, drive, marche arrière et frein de stationnement. Et là, ces deux boutons, c'est la partie, c'est le réglage du mode de fonctionnement de l'électrique, donc plus ou moins nerveux. Et ici, c'est le niveau de régénération auquel vous voulez vous attendre quand vous lâchez la pédale d'accélérateur ou lorsque vous appuyez sur la pédale de frein. Et voilà, ça règle les modes. Donc là, on est en sport. Là, on est en normal, éco et winter. Donc voilà, ça règle la souplesse des accélérations. Là où la régène, donc c'est le petit indicateur que vous avez ici, qui est sur 1, 2. Ah oui, alors en éco, je pense pas pouvoir être en winter, je peux pas être en régénération 3. Donc 1, 2 ou 3. À savoir quand même que la régénération n'est pas d'une violence extrême, elle est même plutôt modeste. Et c'est une voiture qui se conduit pas à un pied. Donc c'est pas on n'a pas la sensation qu'on pourrait avoir sur la Tesla par exemple. Ou One Pedal, on l'a pas sur ce véhicule. L'écran, pareil, l'écran qui est derrière le volant est tout à fait complet et suffisant. Sous la tablette, vous avez un espace de rangement un petit peu obscur avec de l'USB, une prise 12 volts. Et j'ai pas vérifié,
probablement ici un espace de rechargement par induction. Juste au-dessus, deux porte-gobelets. Bon. Et là, sur l'accoudoir, un rangement qui est pas de taille folle, mais qui permettrait d'y ranger une petite bouteille si nécessaire. Et un vide-poche qui s'ouvre avec une poignée. Et ça, c'est chouette. Sur quelques aspects, on retrouve des fonctions d'une voiture traditionnelle. Donc là, un rappel du frein de parc, l'auto-hold. Donc pourquoi l'auto-hold et pas sur la tablette et pas réglable ailleurs, je sais pas. Et le réglage de la hauteur des phares. Au niveau des sièges, j'ai pas fait des milliers de kilomètres, mais le peu que j'ai fait suffit à me rendre compte que les sièges sont super confortables. Aucun problème. Donc là, ils sont pas ventilés, ils sont peut-être pas chauffants, probablement pas chauffants, mais voilà, en simili-cuir. Au niveau des places arrière, on a le même traitement et la même qualité perçue à tous les niveaux. On retrouve le même type de matériaux, pas mal d'alu, pas mal de surpiqûres, pas mal de simili-cuir, mais le tout super quali. Une petite fonction bien sympathique que j'ai pas eu l'occasion de tester, mais vous avez un indicateur de danger en fait lorsque vous ouvrez la portière, qui va allumer ce petit voyant si une voiture est sur le point de vous dépasser lorsque vous vous apprêtez à ouvrir la portière. Donc un bel élément de sécurité. Et à l'arrière, je pense tout à l'heure on parlait des dimensions. Eh bien, je pense que, voilà, on disait 10 cm de moins que la modèle Y. Je pense qu'on perd les 5 premiers centimètres dans l'espace qu'on va avoir avec à l'arrière. Donc là, ici, le siège est resté réglé pour moi. Et on a clairement un peu moins d'espace que sur la modèle Y. Le plancher est tout aussi plat. Donc ça veut dire que c'est confortable, et y compris pour le passager central. Enfin, sinon, ça reste extrêmement habitable. Là, on en est à comparer deux véhicules très habitables. Et on voit qu'on a un toit ouvrant panoramique, alors qui est étonnamment étroit. C'est-à-dire de chaque côté, ils ont laissé une très large bande, mais vous avez, voilà, d'un point de vue de la qualité, vous avez un rideau qui lui viendra occulter la lumière si elle se fait trop forte. Et on retrouve des choses après qui sont de l'ordre de la décoration, la fierté de la marque aussi. Mais cet insert là, alors on n'en comprend pas la fonction, il n'est pas spécialement quali parce que pour lui je pense pas qu'il soit. Je pense pas que ce soit de l'alu, ça on n'a pas la température. Mais voilà, bon ils ont été créés cet insert. Mais voilà, bon en tout cas à l'arrière, vous y mettrez assez largement et assez facilement 2 ou 3 passagers. Alors à l'arrière je trouve l'assise assez basse, si bien que vous n'avez pas les cuisses qui touchent l'assise sur toute sa longueur, et vous n'avez pas non plus la possibilité d'étendre vos jambes sous le fauteuil de devant. Donc là à ce niveau-là il y aura peut-être une petite différence de confort pour quelqu'un qui voyagera à l'arrière de taille adulte par rapport à la modèle 3 où on a quand même un petit peu plus de place pour étendre ses jambes et pour répartir un petit peu sur le long terme le poids sur une surface un petit peu plus large. Au niveau de la tablette, les menus sont relativement simples et bien faits, et intuitifs surtout. Navigation, radio, tout ce qui est musique externe, donc auxiliaire et Amazon Music. Les paramètres d'options et d'assistance MG. La partie téléphone, les options de recharge, et des informations générales et le paramétrage du véhicule. Voilà, c'est très intuitif. Sur les options de recharge, donc menu charge et décharge, donc une indication du niveau de charge de batterie, le seuil que pour ceux qui auront une Tesla, on est sur quelque chose de connu. Recommandation de charge à 80% aussi sur celle-là. Ils me l'ont donné bien gentiment à charger à 100%. Ah aussi, vous pouvez le faire mais manuellement. Donc vous pouvez, il y a une option de préconditionnement de la batterie mais qu'il faudra imaginer manuel. Et au niveau de la décharge, ma foi, bon, c'est pour mettre un seuil au-delà duquel ça décharge. Je n'arrive pas à saisir
j'arrive pas à saisir de quoi il s'agit dans le détail. On va pas le mettre trop bas, histoire que ça me bloque pas. Si vous voyez ce que c'est, je veux bien que vous m'expliquiez. Également dans les commentaires. Voilà, donc un menu qui est relativement simplifié, une interface qui est correcte, réactive, en tout cas suffisamment exploitable pour qu'elle ne me semble pas être pénible au quotidien. Au niveau des assistances, alors le véhicule prévoit pas mal d'options. Un premier qui est plutôt de l'ordre de la régulation, donc alerte de vitesse, donc ça lit les panneaux et ça signale quand on est au-dessus. Éventuellement ça peut mener des actions qui sont voilà, soit on fait rien, soit on limite la vitesse, soit bon. Ça j'ai pas étudié dans le détail. Système de retenue d'urgence. Alors ça pourrait être le freinage d'urgence. Les traductions elles sont assez terribles en fait. On comprend pas tout ce que ça dit. Là au niveau des alertes de franchissement, alors pour avoir roulé avec et même si c'est réglé en faible, la voiture elle est extrêmement sensible dès qu'on s'approche des lignes et elle a tendance non pas à vous prévenir mais à tout de suite vous mettre un petit coup de volant pour vous remettre dans la voie. Donc c'est bon voilà, elle a une approche assez autoritaire et pour le coup je suis réglé sur faible. Alors j'ose même pas imaginer ce que c'est quand on met une sensibilité à élever. Vous avez aussi une alerte de collation vers l'avant. Alors quand on regarde l'image et quand on regarde un peu le détail, on va peut-être deviner qu'il voulait dire collision vers l'avant. Donc voilà, de la même façon, vous avez moyen de vous poser ça vous pose la question des actions que vous voulez faire en cas d'alerte de collision. Donc soit vous avez un freinage d'urgence, soit juste une alerte. Vous avez vu tout à l'heure encore, hein, j'affiche le menu. Effectivement, il faut cliquer à côté. Ok. Donc c'était pas bugué, c'est juste qu'il faut cliquer à l'extérieur de la fenêtre. Bon voilà, donc pas mal d'aide à la conduite. Elle a un radar, donc elle est équipée d'un radar et de capteurs de proximité ultrasons. Elle n'a pas de caméra 360, donc voilà, c'est une version. Alors je pense que du coup c'est le premier niveau de finition, la finition confort. Alors je trouve que la réactivité de la tablette est pas dingue, voire carrément lente. Je vais essayer de vous illustrer ça en tapant quelque chose. Vous allez voir, alors à chaque lettre il y a une recherche qui se fait, mais ça rend la saisie particulièrement pénible. Par exemple là, la barre espace, je suis obligé d'appuyer plusieurs fois. Alors, pareil pour effacer, obligé d'appuyer plusieurs fois pour que ça réagisse. Bon, l'interface pas super. Je pense qu'il faut peut-être se servir des suggestions. Des suggestions qui s'affichent là-haut, un petit peu plus, et saisir un peu moins au clavier. Mais là par exemple, l'effacement, il se laisse pas faire, de temps en temps il s'essouffle. Voilà, c'est curieux. Je l'ai vu qu'ici, après l'interface, quand on la voit comme ça, on a l'impression que c'est une interface Android qui a été de téléphone qui a été méga zoomée. Bon, voilà, donc du coup ça fait des gros boutons. À l'échelle du doigt, voilà, c'est assez gros. Bon, c'est utilisable. Il n'y a rien de désagréable dans cette tablette, à part pour l'instant qu'elle me paraît pas super réactive. Mais on y trouve, voilà, on y trouve la plupart des infos qu'on cherche. Alors, une très grosse différence par rapport à la Tesla modèle Y et même modèle 3, c'est la taille du coffre. La taille du coffre en l'état, il est donné ici là pour 300, un petit peu plus de 300 litres. Et on comprend pourquoi, le seuil est super haut. Là il est au niveau de ce niveau là quoi, au niveau du pare-choc. Donc il ne redescend pas. Et voilà, et là vous avez un fond plat. Mais voilà, vous êtes limité en hauteur, vous avez le cache bagage ici. Voilà, on sent qu'il y a une énorme différence de profondeur, donc on perd les 5 cm supplémentaires avec la Tesla Model Y, et surtout une hauteur de chargement qui n'a rien à voir. D'autant que là, on est sur le sous-coffre, et il n'y a quasiment pas d'espace non plus. Donc là, bon, vous voyagerez à 5 sans problème,
mais il faudra prévoir de limiter un petit peu les bagages. Le haillon du coffre est électrique et il signale lorsqu'il est en fonction. Vous avez un second coffre à l'avant qui fait 100-150 litres, donc qui permet de mettre un petit bagage cabine en tout cas, ou qui vous permet de mettre vos courses quotidiennes ou ce que vous voulez. Voilà, et le tout est super bien fini. Voilà, on vous rendez compte que l'intérieur est entièrement en sorte de moquette. Vous avez des vérins pour monter deux vérins pour monter le petit coffre. Et tout ça, ça s'intègre dans une garniture plastique qui masque l'ensemble de la partie mécanique, électrique, climatique de la voiture. Et le capot avant, alors j'ai pas réussi à l'ouvrir avec la télécommande. Donc vous avez une ouverture, vous avez un bouton d'ouverture à l'intérieur de la voiture, comme on ouvrirait un capot avant de véhicule traditionnel. Donc on suppose qu'il y a un câble. Et voilà, donc il n'y a pas d'ouverture électrique. En tout cas, j'ai pas réussi à la faire fonctionner. Donc si vous y arrivez, dites-le moi dans les commentaires. Ça vient peut-être simplement de mon usage de la télécommande. Donc on voit ici, normalement, on devrait pouvoir ouvrir cette voiture par la télécommande. Mais ça marche pas. La trappe de recharge, elle se trouve ici. Elle est à ouverture manuelle. Et vous retrouvez des protections caoutchouc pour protéger les différents adaptateurs de connexion. Donc voilà, c'est simple, efficace, un petit peu plastique pour le coup, et sans trop de fioritures. Alors pour conclure, j'ai pas fait le tour de tous les SUV électriques qui pouvaient exister. C'est pour ainsi dire le deuxième SUV que j'essaye. Et je dois dire que pour moi, j'ai pas été séduit, on peut pas dire ça, mais c'est une belle surprise. Et c'est un véhicule que je vous invite à essayer. Si vous avez des doutes, si vous voulez rouler dans autre chose que dans une Tesla, si pour vous, voilà, vous voulez quelque chose d'un petit peu moins épuré, un petit peu plus traditionnel au niveau de l'habitacle, allez l'essayer, je pense que ça vaut le coup. Après, les différentes réserves que je pourrais émettre, elles portent plutôt sur la partie autonomie. Au niveau de l'autonomie, vous êtes quand même un petit peu plus limité. Alors est-ce que ça vient de la forme de la voiture? Est-ce que ça vient de son efficience d'une manière générale? J'en sais rien. Est-ce que ça vient de l'honnêteté du constructeur? Peut-être tout court. Mais en tout cas, voilà, sur les modèles confort et luxury, vous avez environ 400 km d'autonomie WLTP, donc vous vous doutez bien que vous ferez beaucoup moins que ça si vous roulez sur autoroute. Vous serez probablement dans les 220, entre 200 et 250 km d'autonomie. Et avec la version performance, vous êtes un petit peu moins encore, évidemment, vous êtes à 370 km WLTP. Donc voilà, ça peut poser problème. Également, sa capacité de recharge. Alors sur la littérature précise que sa capacité de recharge est elle aussi limitée. Elle est limitée en gros à moins de 100 kWh. Moins de 100 kW. Donc de la même façon, vous allez charger, oui, vous allez charger sur des chargeurs rapides, mais vous mettrez quand même un certain temps à la recharger. Voilà, vous serez un petit peu sur une vitesse de recharge un tout petit peu réduite par rapport à ce que d'autres savent faire aujourd'hui. Donc voilà, pour un usage familial sans grand voyage, à mon avis, ça peut faire l'affaire. Pour un usage familial avec des grands voyages, là je vais peut-être avoir quelques réserves à émettre. La batterie pour autant fait quand même 70 kWh. La littérature dit 65 kWh efficace, donc voilà, mais ça reste une grosse batterie qui vous amène pas si loin que ça. Donc curieux, peut-être à essayer. Moi j'aurais pas l'occasion de l'amener à ses limites. Donc si vous la connaissez bien, si vous avez l'occasion de voyager avec, n'hésitez pas à partager ça avec ceux qui auront le plaisir de voir cette vidéo aussi. Si ce qu'on a fait, si ce que j'ai fait aujourd'hui vous plaît, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le préciser, puis éventuellement à vous abonner pour être
sûr de ne pas louper nos prochaines vidéos. Voilà, merci beaucoup et bonne journée, à bientôt.